Bonjour tout le monde, que la lumière soit avec vous. Dans Épître aux Romains, Saint Paul écrit « Ce que je veux, je ne le fais pas. Ce que je ne veux pas, je le fais. » Comment est-ce possible qu'une personne sache ce qui est bien et fait pourtant le mal? Aujourd'hui, je vais vous parler d'un concept moral illogique. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un divorce intérieur. Un divorce entre nos aspirations les plus profondes et la médiocrité de nos actes au quotidien. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'acrasie. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens tout d'abord à vous faire savoir que la première étape de ma chaîne consiste tout d'abord à faire des vidéos sur la connaissance de soi. Parce que la réussite passe par la connaissance de soi. Et la réussite, elle n'est pas que financière. On est tout d'abord venu dans ce monde pour réussir un examen. Et je prie pour qu'on réussisse cet examen. Parce qu'il y a beaucoup trop de pièges dans cet examen. Avant d'acquérir des choses extérieures, habitons-nous d'abord. Ceci dit, on va un peu parler de philosophie, car la vie est philosophique, et la manière de la vivre l'est aussi. Alors, comment est-ce possible qu'une personne sache ce qui est bien et fait pourtant le mal? Voyons ça, et restez jusqu'à la fin, parce que j'ai une question très importante pour vous. C'est parti. D'après le dictionnaire des termes philosophiques, l'acrasie est le fait d'agir à l'encontre de son meilleur jugement. Ce concept philosophique est aussi traduit en français par le terme incontinence. On parle aussi souvent pour qualifier l'acrasie de faiblesse de la volonté. Ainsi, l'acrasie se manifesterait quand nous nous engageons dans des résolutions que nous n'arrivons pas à tenir. Toutefois, cette tradition comme faiblesse n'est qu'en partie exacte, car elle constitue déjà une interprétation de ce qu'est l'acrasie sous l'angle de la volonté. En effet, selon certains philosophes, par exemple Spinoza, si nos actes suivent spontanément ce que nous avons jugé bon de faire, alors la volonté comprise comme faculté distincte de la raison n'a pas lieu d'exister. Pour d'autres, l'acrasie serait au contraire ce qui prouve l'existence d'une volonté distincte de la raison et pouvant soit exécuter celle-ci, soit s'opposer à elle selon sa force d'autodétermination. La question dans ce dernier cas est de savoir d'où la volonté tire cette force et s'il y a un sens à dire que la volonté s'autodétermine indépendamment d'une délibération. Dans un dialogue de Platon, le Protagoras, Socrate demande précisément comment il est possible à la fois de juger que A est la meilleure action à faire et de faire cependant autre chose que A. Dans ce dialogue, Socrate affirme que l'acrasie est un concept moral illogique, en soutenant que personne ne se porte volontairement au mal. La thèse socratique se veut donc résolument l'antithèse des arguments du sophiste Calliclès, tel qu'il apparaît dans le dialogue Gorgias, qui faisait un éloge de l'incontinence, ou plus précisément de l'intempérance. Selon Socrate, la science à l'intérieur de l'homme ne saurait être dominée par les passions. Un homme qui a la connaissance vraie du bien et du mal ne peut pas mal agir. Supposer le contraire, ce serait, affirme Socrate, la science inférieure aux passions. C'est considérer la science comme une esclave que toutes les autres choses traînent à leur suite. Socrate demande alors à Protagoras, t'en fais-tu la même idée? C'est-à-dire, juges-tu qu'elle est une belle chose capable de commander à l'homme? Et lorsqu'un homme a la connaissance vraie du bien et du mal, rien ne peut le vaincre et le forcer à faire autre chose que ce que la science lui ordonne, et que l'intelligence est pour l'homme une ressource qui suffit à tout? Je pense de la science tout ce que tu en dis, Socrate, répondit-il. Il serait honte à moi, plus qu'à tout autre, de ne pas considérer que la sagesse et la science sont ce qu'il y a de plus fort parmi toutes les choses humaines. Protagoras. Et pourtant, ajoute Protagoras, la plupart des hommes admettent que l'on puisse connaître ce qui est le meilleur et ne pas le faire, bien qu'on le puisse, et faire le contraire. Socrate encourage alors Protagoras à réfléchir avec lui sur ce phénomène qui consiste, semble-t-il, à être vaincu par le plaisir et à ne pas faire ce qu'on croit être le meilleur. Tout d'abord, qu'est-ce qu'être vaincu par le plaisir?
Le préalable pour comprendre une telle affirmation selon laquelle un homme qui sait où est le bien ne peut mal agir est de s'apercevoir de l'identité du bien, de l'agréable et du bon. Les choses bonnes sont les choses agréables et inversement. C'est ce que Socrate va chercher à démontrer. Or, être vaincu par le plaisir, c'est en fait céder à quelque chose d'agréable dans l'immédiat, alors que cette chose, c'est la source de désagrément dans le futur. Ces choses que nous cherchons pour le plaisir ne sont elles-mêmes mauvaises que parce qu'elles nous procurent un déplaisir plus grand par la suite. Inversement, certaines choses douloureuses sont dites bonnes parce que leur douleur est passagère et qu'elles sont le moyen d'un plus grand plaisir. C'est cette équivalence du plaisir, de l'agréable et du bien qui fait dire à Socrate dans ce dialogue qu'on ne peut jamais être vaincu par le plaisir. En effet, choisir le mal parce qu'on est vaincu par le plaisir, cela reviendrait à dire, si on conserve l'équivalence posée, que l'on choisit le désagréable parce qu'on est vaincu par l'agréable, ou encore que l'on choisit le mal parce qu'on est vaincu par le bien. Ceux qui se disent vaincus par le plaisir font seulement un mauvais calcul. Ils soupèsent mal l'agréable et le désagréable, résultant de l'action. C'est donc seulement par ignorance que l'on choisit le mal. À partir de l'affirmation selon laquelle il n'est pas dans la nature de l'homme de se résoudre à chercher ce qu'il croit mal, Socrate examine la nature du courage. Il affirme que le courageux n'est pas celui qui affronte ce qu'il craint, mais au contraire, le courageux est celui qui fait ce qu'il estime bon. Comme il a été dit, personne ne se résout à chercher ce qu'il croit mal. Or, d'une part, on ne craint que ce qu'on croit mauvais, et d'autre part, si on croit la chose mauvaise, on ne s'y porte pas, et donc on ne la choisit pas volontairement. Le courageux est donc celui qui ne craint pas ce qui n'est pas à craindre. Les lâches, au contraire, sont ceux qui n'ont pas véritablement connaissance de ce qui est bien. Il n'y a donc pas à être lâche ou courageux, mais à connaître ce qui est à craindre et ce qui ne l'est pas. On est, semble-t-il, amené logiquement à la conclusion que Socrate cherchait à établir. En effet, ce n'est pas en la présence de ce qui est considéré comme la science au sens propre que se produit la passion dont il s'agit. Pas plus que ce n'est la vraie science qui est tiraillée par la passion, mais c'est lorsqu'est présente la connaissance sensible. La prudence est de l'ordre de l'action, et l'action a rapport aux choses singulières. La connaissance en acte déclenche l'action. Aristote disait, vous êtes ce que vous faites avec répétition. L'habitude joue un rôle important dans la vertu morale. Sans doute, se rappeler que chaque acte tend à devenir une habitude peut être une aide dans la lutte contre sa propre acrasie. Selon Joey Dispenza, une habitude est un ensemble redondant de pensées, comportements, émotions automatiques et inconscients qui sont créés à travers la répétition. Une habitude, c'est d'arriver au point où vous avez fait quelque chose tellement de fois que votre corps a appris à le faire mieux que votre cerveau. Les dispositions morales proviennent d'actes qui leur sont semblables. C'est pourquoi nous devons orienter nos activités dans un certain sens. Car la diversité qui les caractérise entraîne les différences correspondantes dans nos dispositions. Ce n'est donc pas une œuvre négligeable de contracter dès la plus jeune enfance telle ou telle habitude. C'est au contraire d'une importance majeure, disons mieux, totale. Les jésuites disaient depuis 400 ans, donnez-moi votre enfant jusqu'à ce qu'il ait 7 ans et je vous montrerai l'homme. Ils disaient ça, mais les gens ne savaient pas pourquoi. Ils disaient ça parce qu'ils savaient que 7 ans est l'âge de programmation. Tout ce que la personne va devenir après sera déterminé par ces 7 ans. Les 7 ans d'un homme sont le fondement de sa vie. Alors, ne jouez pas avec l'éducation de vos enfants. Ne montrez pas vos émotions négatives devant vos enfants, parce que je vous assure qu'ils vous copieront. Des émotions comme la colère, l'agressivité, l'hostilité, la haine, la compétition, l'envie, la jalousie, toutes ces émotions-là font partie de l'état normal de la conscience humaine, ou plutôt
de l'état altéré de la conscience humaine. Vos enfants, donnez-leur l'habitude, le respect, la loyauté, l'amabilité, la maturité, la discrétion, l'affranchissement. Donnez-leur l'habitude, l'esprit analytique. Et je vous assure, une fois grands, je vous assure qu'ils feront partie de l'élite de demain. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à le faire, c'est rapide. Et j'avais dit que j'ai une question pour vous. Et voilà, ma question est la suivante. Qu'est-ce qui peut voir au travers du temps? À vos commentaires.